Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette webconférence, cette dernière d'ailleurs webconférence de l'année dédiée aux préférences et puis aux liens des préférences motrices naturelles avec à la fois les blessures et puis à la fois le versant performance. Alors avant de commencer, si vous arrivez à m'écrire un tout petit mot pour juste me valider que vous m'entendez bien. Voilà, vous êtes déjà centaines à être en ligne, donc on va attendre encore une minute ou deux, je vais attendre encore une minute ou deux pour commencer la conférence, que tout le monde soit là. Alors, si déjà dans le chat, vous arrivez à me confirmer que vous m'entendez, son et image OK, parfait pour Nuno, bonsoir Cyril, bonsoir Nuno, extra. Bon, alors, eh bien, il est 20h pile, eh bien, on démarre. Ce que je vous propose donc dans cette webconf, c'est une fois n'est pas coutume, très souvent quand on fait des webconférences sur les motricités naturelles, très souvent on va parler de la coordination, de l'équilibre, du schéma terrien, du schéma aérien. Et bien une fois n'est pas coutume, on va presque pas en parler. Enfin, presque pas, ça veut dire quand même un petit peu. Parce que vous allez voir qu'on va parler, c'est une webconf qui est surtout dédiée au haut de corps. Mais c'est surtout l'objectif de la webconf et vous montrer combien on va utiliser chacun selon nos préférences le haut du corps de manière différente. Mais on va voir qu'à chaque fois, parce que le système est interconnecté, à chaque fois, il y aura un lien entre cette utilisation du haut du corps et puis le reste de la motricité. Donc on va quand même retrouver un tout petit peu de terrien et puis d'aérien en dépit d'un thème qui le fait pas penser à ça. Ok, le son est bon. Jean-Vincent, bonsoir. Bonsoir Jean-Vincent. Jean-Philippe, extra. Pascal, super. Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, je vous partage ma présentation. Donc, webconf sur le haut du corps, je vais la décliner en 4 temps. Le premier temps, une petite introduction à base philosophique comme je les aime. Et puis, on est juste avant Noël, donc pourquoi pas. Cette introduction permettra d'accéder aux préférences par un chemin un peu détourné. Et ensuite, on rentrera dans le concret avec, on va aborder 2 types de préférences liées au haut du corps, ce qu'on appelle le versant associé et dissocié. Donc, on parlera de ligne d'épaule comparativement à la ligne de bassin. On verra combien, aussi étonnant que cela puisse paraître, ce versant d'un corps associé ou dissocié est en lien avec les autres motricités, pour ceux qui ont suivi les autres webconf, notamment avec les motricités terriennes, aériennes, mais d'autres chaînes musculaires vont rentrer en compte. Donc, on pourra faire le lien entre ce haut de corps et puis ce qu'on appelle le curseur des motricités, qui vont de la motricité la plus terrienne à la plus aérienne. Ensuite, on abordera ce qu'on appelle l'épaule motrice. On verra que associé ou dissocié, on n'a pas la même manière de tourner d'un côté comparativement à l'autre, et on verra que ça aussi étrange que ça paraisse, c'est en lien avec le cadran du mouvement, donc avec la manière dont on établit notre équilibre. Et puis enfin, comme c'était le cas pour ceux qui ont suivi la webconf de jeudi, qui était plutôt dédiée au podo, et dont le thème n'avait rien à voir, même si dans les 2 cas, je vais vous présenter en fait une formation digitale de niveau 2. Les formations digitales sur les préférences de niveau 1, elles étaient sorties au printemps, et puis là, on est en train de sortir les formations digitales niveau 2. J'avais déjà fait la présentation jeudi pour les podos, et là, c'est une présentation, je dis, prioritairement pour les kinés, mais également pour les pros du sport. Et les podos, si vous êtes là, vous êtes bien évidemment les bienvenus, parce que ça a aussi un intérêt direct pour vous. Ok, alors je vous propose de commencer par cette première partie, une petite introduction sur les préférences et puis plus large encore. Alors, qu'est-ce que vous diriez d'une personne qui décide de se mettre à réaliser une activité motrice qui lui coûte entre 500 et puis 1000 euros par an, si on pense aux godasses, aux déplacements pour aller faire 1 ou 2 courses, qui vous prend du temps dans la semaine, 5-6 heures de temps, qui vous dépense de l'énergie, qui a toutes les chances, à peu près, si on prend la moyenne des études, à peu près 50% de chances de vous blesser en cours d'année. Et puis, si vous cherchez une performance, vous avez à peu près 3 chances sur 10 d'atteindre votre performance. Qu'est-ce que vous diriez si des gens faisaient ça? C'est quand même un peu étrange, c'est quand même une proposition à but négatif. Et pourtant, 10 à 13 millions de coureurs en France, à peu près, soit 20-25% des Français qui ont plus de 18 ans courent. Autant de femmes que d'hommes, pas en compétition, mais à l'entraînement.
avec une croissance attendue sur les 10 années qui vont venir de 5 à 6%, qui est le sport à la plus forte croissance. Donc quelque chose qui peut vous faire perdre, qui peut vous blesser, eh bien c'est quelque chose que les patients, que l'ensemble de la population fait de plus en plus. Étrange, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que vous diriez maintenant d'une société qui est prête à donner quelques millions d'euros pour qu'un golfeur il envoie une balle dans un petit trou qui est placé à 200 mètres de là en tapant maximum 3 coups? Vous diriez que c'est un peu étrange quand même de faire ça. Et puis qu'est-ce que vous diriez si cette même société était prête à donner encore quelques millions d'euros de plus à 11 joueurs qui essaient de mettre une balle dans un but, alors qu'il y en a 11 autres, qui essaient de défendre le but, voire de mettre eux-mêmes la balle dans le but de l'autre. On se dirait c'est quand même étrange de pouvoir faire ça. Je continue. Qu'est-ce que vous diriez d'un alpiniste qui est prêt à laisser sa vie dans la montagne pour grimper un sommet qui descendra aussi vite? C'est quand même, à quoi ça lui sert de faire ça? C'est un peu conquérant de l'inutile, n'est-ce pas? Et puis maintenant, qu'est-ce que vous diriez d'un patient prêt à se blesser, à la fois la jambe, à la fois le porte-monnaie, pour terminer à peu près à la 34e ou 35e place, un marathon qui est couru dans une ville aussi polluée que New York? Vous diriez qu'il est un peu fou. Et pourtant, ils le font. Ils sont maso. Qu'est-ce qui se passe en fait pour accepter d'aller chercher des choses avec tant de risques de perdre, et pour autant j'y vais, alors que rien ne m'oblige à aller. J'ai une voiture pour me déplacer, je peux rester à la maison tranquille. Alors je vous rassure, et vous le savez si vous-même vous courez ou si vous faites d'autres sports, eh ben, ils sont pas maso. Si vraiment ils étaient maso, ils pourraient faire beaucoup plus vite. Ils prennent la main, ils la posent sur la table, ils prennent un marteau, ils tapent dessus et puis ça fait mal. Et donc c'est pas ce qu'ils font. Donc s'ils vont se mettre dans une situation aussi inconfortable, c'est sans doute qu'ils y trouvent un confort, quelque chose qui fait que au moment où on n'a plus besoin de bouger, on se remet à bouger. Vous remarquez que les sports, c'est arrivé en Angleterre, à quel moment? Au moment de la révolution industrielle. Puis au moment de cette révolution industrielle, arrivent toutes les machines qui font en sorte qu'on n'a plus besoin de bouger. Et à ce moment-là même, on se remet à inventer des espèces de jeux qui nous amènent à bouger. Étrange, n'est-ce pas? Si on reprend ça, eh bien, on va voir toute la vie qui va s'organiser dans des polarités. Chaque fois qu'on va s'organiser fort d'un côté, il y a quelque chose qui va arriver aussi fort de l'autre côté. Prenons par hasard, si vous êtes dans le monde médical ou du sport, vous connaissez tous la molécule d'ATP. L'ATP, c'est la molécule qui, quand on la casse, produit l'énergie pour vivre et puis pour se déplacer. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'une fois qu'on l'a cassée, elle produit d'autres sous-molécules comme l'AMP ou K+, ou pardon, pas K+, ou H+, qui sont des molécules. H+, par exemple, c'est la production d'acidité. Donc on se demande souvent d'où vient l'acidité. L'acidité vient d'abord du mouvement lui-même. Pourquoi? Parce que c'est en cassant cette molécule d'ATP que va se produire des suites de sous-molécules qui vont empêcher d'aller casser la molécule suivante. Chaque fois que je fais un pas, ça me donne l'énergie et en même temps, ça m'empêche de faire le pas suivant. Et ça, ce système, de nouveau, de polarité, chaque fois qu'une puissance peut se développer, vous avez du côté opposé quelque chose qui va grandir. C'est ce qui vous amène, non pas le fait d'être maso, non pas le fait que vous êtes complètement à la masse, c'est simplement, ça vous amène un potentiel d'équilibre entre des schémas opposés. Et vous avez la possibilité de venir vous placer en curseur et donc d'exprimer quelque chose et en même temps son contraire. Tout le vivant est structuré sur cette thématique qui a servi d'implémentation et de compréhension à ce que sont les préférences. Je vous redonne encore un petit exemple pris à la nature. Prenons la relation entre la fleur et puis l'abeille. La fleur, elle va se faire toute belle. Elle va envoyer des signaux visuels à l'abeille qui va l'inciter à venir. Elle va lui envoyer aussi des signaux olfactifs, donc une odeur qui va l'inciter à arriver. Après quelques secondes qu'elle soit sur elle, elle lui envoie une vieille odeur, cette fois genre œuf pourri, qui va faire en sorte que l'abeille va vouloir repartir. De nouveau, on pourrait se dire, mais c'est quoi cette cohérence qui dit une chose et son contraire? Si on pense au schéma de survie, ou notamment au schéma de reproduction, eh bien, plus la fleur va être visitée par une abeille, plus l'abeille va pouvoir transporter sur d'autres fleurs des petites gamètes qui va faire en sorte que la fleur, qui ne peut pas se déplacer, elle, parce qu'elle fait partie du végétal, pas de l'animal, eh bien, va pouvoir se reproduire. Donc, l'abeille
Elle prend un petit peu à manger, mais dans le même temps, elle joue un rôle extrêmement important pour la survie de la fleur et pour la reproduction de la fleur. Voilà, donc partout dans une vie, si vous voyez des opposés, et donc si vous voyez des opposés, c'est-à-dire vous voyez des pôles différents, et donc vous ne voyez pas une seule manière de faire, et bien partout, quand vous avez ça, avec une connexion, une interrelation entre ces opposés, eh bien, vous aurez de la vie, c'est-à-dire un équilibre possible. Donc, si vous vous posez la question, vous êtes plutôt quelqu'un qui préfère quoi, la sécurité ou vous préférez le risque? Derrière ça, il y a des quantités de discussions devant un verre de bière, hein, ou alors à la cuisine, peu importe où. Vous préférez ce qui est prévisible ou ce qui est imprévisible? Vous préférez quelque chose d'ordonné ou plutôt quelque chose un peu en désordre? Vous préférez renforcer une identité, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà bien présent, bien repérable, ou vous transformez sous l'effet de l'altérité? Eh bien, à chaque fois que vous vous posez cette question, vous allez produire une réponse qui va être un peu au milieu. Et puis, c'est un peu au milieu de ces opposés que se développe la vie. C'est-à-dire, à la place de sécurité et risque, on met développement. Le développement est toujours un interfaçage entre quelque chose de suffisamment sécurisé pour maintenir ce que je suis, mais en même temps suffisamment risqué pour développer de nouvelles compétences. Entre prévisible et imprévisible, vous mettez une probabilité. Donc, chaque fois qu'on parle des préférences, on parle de probabilité de survenue dans un contexte donné. Entre l'ordre qui donne une forme, mais qui ne permet plus de bouger, et le désordre, comme l'eau, qui donne quelque chose qui bouge tout le temps, mais qui n'est plus repérable dans une forme donnée, eh bien, s'exprime ce qu'on appelle une émergence. Et entre une identité qui bouge pas et une altérité qui amènerait à plus savoir qui on est, eh bien, se joue une singularité. Vous prenez tout ça et vous arrivez à ce qu'est une préférence. Une préférence, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient, qui émerge de vous, qui émerge de votre corps. C'est pas de votre tête, hein, ça émerge d'abord de votre corps, de votre manière de bouger. Ça vous donne une singularité. Votre manière de bouger n'est pas celle de l'autre. Attention, c'est pas complètement imprévisible non plus. De manière probable, on peut estimer à partir d'un premier geste ce que vous allez faire dans un deuxième geste. Et ça vous permet de vous développer, à la fois de vous sécuriser, d'avoir une identité, puis à la fois d'aller vous développer, c'est-à-dire de s'adapter si les contraintes de l'environnement font en sorte qu'il faut le faire. Voilà ce que c'est une préférence. Donc, c'est assez bête parce qu'on pourrait se dire, mon Dieu, quand je fais un mouvement comme celui-là, quand je vais faire une impulsion sur un pied, quand je vais m'asseoir dans ce fauteuil avec les coudes qui sont bien larges, ou alors je préfère garder ça, je sens faire un geste tout bête, mais derrière ce geste tout bête, se joue chaque fois une place sur un curseur, je vais y revenir juste après, qui se joue entre deux opposés. Et dès que vous avez du vivant, vous avez des places sur le curseur. Et toutes nos discussions, c'est quand il y a quelqu'un qui est un peu plus passé à gauche sur le curseur, il dit à celui de droite qu'il est peut-être un peu trop à droite. Donc, notre place sur le curseur est l'expression d'un besoin, d'une préférence. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir deux grandes préférences. La première de ces préférences que je vous ai présentées, eh bien, c'est la préférence sur ce qui se passe sur mon haut de corps. Alors, donc, on va parler de ligne d'épaule et puis de ligne de bassin. Et on va regarder, quand j'ai les rotations, qu'est-ce qui bouge? Et on va se rendre compte que dans les polarités, il y a des gens qu'on va appeler des motricités associées qui aiment que tout bouge à la fois. Vous avez par exemple au golf, chaque fois j'ai pris des pas mauvais, hein, les golfeurs, vous avez dans le backswing, eh bien Phil Mickelson, et puis de l'autre côté vous avez Rory McIlroy. Et regardez les lignes d'épaule de Phil Mickelson. On est au top du backswing, hein, donc c'est le moment où le corps est supposé le plus aller chercher un schéma de dissociation pour augmenter son chemin de lancement. Et vous voyez Phil Mickelson, en fait, qui a gardé tout compact. Il agit, nous on appelle ça comme un effet porte, c'est tout va bouger à la fois. Donc ça n'empêche pas de faire des rotations, ça fait juste que les rotations vont induire des rotations conjointes de haut de corps ou bas de corps. Quand on est kiné, et puis qu'on va aller tester ces effets de rotation, il y a un risque, si on ne comprend pas ce que sont les préférences, que de dire que la personne qui bouge tout à la fois est quelqu'un qui est raide. Eh bien, dans un certain nombre de cas, ça peut être vrai, surtout avec l'âge, mais dans 50% de la population, ce n'est pas de la raideur, c'est juste une connectique des muscles qui va faire en sorte que le haut veut bouger conjointement au bas. Donc, il y a toujours une ligne de contact entre une épaule et puis la hanche qui est juste en dessous. Je suis associé.
À l'inverse, si vous regardez Rory McIlroy et que vous regardez la ligne d'épaule, là, vous avez carrément 90 degrés de différence entre la ligne de bassin qui va dans la profondeur, là, et puis la ligne d'épaule qui va complètement gauche-droite, donc dans un plan plus frontal quand on le regarde comme ça. Voilà, c'est tout simplement ce qu'on appelle un dissocié. Historiquement, vous imaginez bien que dans le golf, on a expliqué à tout le monde, mais c'est pas que le golf, ça va être pareil au tennis, ça va être pareil au ski, que dès qu'il y a de la rotation, on va expliquer que c'est vachement mieux de faire de la dissociation, et notamment quand vous avez un objet dans la main, pour augmenter ce qu'on appelle le chemin de lancement. Et bien comme ça, on se dit que si je peux appliquer une force sur le plus long possible, eh bien la puissance, la vitesse finale va être plus importante, donc la puissance du coup va être plus importante. Or, dès que vous mettez un vivant au milieu, eh bien ce qui vous crée la puissance et puis ce qui vous crée la performance, vous devez penser que c'est la coordination du corps. On pourrait, chez Mickelson, lui demander d'aller chercher plus loin en dissociation, mais on risquerait de le blesser parce qu'il n'est pas organisé pour faire ça. Et il perdrait en équilibre, il perdrait en tonus et il perdrait en efficience. Donc, voilà. Alors, pour que vous puissiez le voir en vidéo, alors on retrouve McIlroy là. Regardez au moment là où il en est. Toc. Vous voyez qu'à ce moment, on retrouve ses 90 degrés. Hein. Et puis après, il va aller jouer. Regardez un autre associé, Lee Westwood. Hop. Il va monter. Vous allez voir quand il va être au top. Alors bien sûr, au finish, la même chose va s'exprimer. Hein. Quelqu'un dissocié, il va créer ce que les golfeurs appellent un factor X, c'est-à-dire un différentiel entre la ligne d'épaule et la ligne de bassin. Donc vous avez vu Lee Westwood quand il est au max. Vous regardez, c'est ici, on y est. Vous regardez à gauche et vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de différence. Donc un dissocié, c'est quelqu'un qui va chercher peut-être 10. Un associé, pardon, c'est quelqu'un qui va peut-être chercher 10, 20 degrés de différence entre sa ligne d'épaule et sa ligne de bassin, alors qu'un dissocié, il peut aller jusqu'à 90 degrés. Alors, comme tout, c'est un curseur. Donc, quand on est entre 30 et 40 degrés, des fois, on hésite à savoir si c'est plutôt quelqu'un qui est associé ou plutôt quelqu'un qui est dissocié. Pour vous montrer dans un autre sport, là, vous avez à gauche Jimmy Connors. Alors bon, il avait pris quelques années là sur la vidéo, mais quand il jouait au plus haut niveau, c'était exactement le même mécanisme. Voilà. Imaginez un menhir qui tourne sur lui-même, voilà, avec ce qu'on appelle un effet bloc. Et là, vous le voyez bien, il n'y a pas 1 degré de différenciation entre ses épaules et puis son bassin. C'est aussi des motricités qu'on appelle faciales, des gens qui aiment terminer de face. Quand ils viennent face à vous, ils viennent pas en angle. Voilà. Connors, quand même, hein, pour les gens qui, c'est celui qui, de tous les joueurs, a gagné le plus de tournois. Alors à l'époque, ils en faisaient beaucoup, peut-être encore plus que maintenant, surtout des plus petits, mais toujours est-il que c'était un joueur de grande classe. Donc, motricité associée. Regardez Tim maintenant. Là, il se prépare pour faire son revers. Ah ben, ça a failli passer. Là, il vient faire son revers. On le laisse aller. Regardez maintenant la ligne d'épaule et la ligne de bassin. Voilà, vous voyez ce différentiel. Il va faire un coup droit. Voilà. Et regardez ligne d'épaule, ligne de bassin à ce moment-là de l'histoire. Et vous voyez de nouveau apparaître son côté plus dissocié. Je peux vous leur mettre un arrêt sur image. Regardez par exemple là. Hop, voilà. Là, vous avez la ligne d'épaule et la ligne de bassin qui est en face. Et puis la ligne d'épaule, là, il y a peut-être 50 degrés entre l'un et l'autre. Donc, associé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui est dissocié par rapport à quelqu'un qui est associé? Je vous ai déjà donné la définition. Quelqu'un qui est associé, c'est quelqu'un qui va déplacer en rotation conjointement sa ligne d'épaule et sa ligne de bassin. Comme si, au niveau de la colonne, le centre de rotation était un centre de rotation qui est placé vraiment au niveau lombaire, juste au-dessus du sacrum. Alors que si vous regardez un dissocié, c'est quelqu'un qui va mettre son centre de rotation plutôt en plein milieu des vertèbres thoraciques. Lien avec les motricités, et c'est là que ça commence à être assez extraordinaire, c'est que quand on regarde les grandes motricités terriennes aériennes, on repère 50% d'associés et 50% de dissociés à la fois chez les terriens et à la fois chez les aériens. En revanche, on repère que tous ceux qui sont les plus associés, et là c'est du 8 sur 10 dans la probabilité, eh bien sont les gens qui sont à l'extrême de leur motricité. C'est-à-dire c'est les plus aériens des aériens et les plus terriens des terriens qui sont associés. Et tous ceux qui sont dans les motricités intermédiaires sont les motricités dissociées.
Alors, il y a un lien qui est étrange, mais on sait que ça fonctionne bien comme ça. Il y a un lien avec d'autres chaînes musculaires que les chaînes aériennes et terriennes. C'est des chaînes qu'on appelle respiratoires, c'est des chaînes hautes, ou de flexion ou d'extension. Il y a un lien dans le fait d'avoir le commun du terrien et de l'aérien avec d'autres chaînes qui sont en priorité antérieure ou postérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une chaîne antérieure et puis une autre chaîne antérieure, qui est une chaîne respiratoire qu'on appelle d'expiration. Quand vous expirez, vous faites de la flexion. Pour faire de la flexion, on peut imaginer, on peut penser, si on la regarde telle qu'elle était proposée, même si elle n'a pas encore démontré, hein, celle-là de chaîne, hein, eh bien, on voit une chaîne qui est plutôt sur l'avant du corps. Et donc, ça nous donne, chez le terrien en double flexion, une chaîne terrienne qui l'amène à fléchir. Donc, c'est l'avant de mon corps. Donc, ce qui est devant m'amène à créer de l'adduction et de la flexion quand ça se contracte. Et puis, une autre chaîne qui est la chaîne d'expiration, qui est aussi située à l'avant plus à l'avant. On imagine, parce qu'on n'a pas encore de démonstration, mais on imagine bien que ça fait comme une map musculaire qui s'intègre complètement sur l'avant du corps et qui fait bouger le corps de manière compacte. Prenons le côté opposé, l'aérien qui est l'aérien avec plutôt une chaîne d'inspiration. Quand j'inspire, si vous regardez, eh bien, je pars vers le haut. Donc, c'est bien une chaîne d'extension, l'inspiration, plus la chaîne d'extension aérienne. Ça fait deux chaînes qui sont en postérieur. Donc, imagine deux maps musculaires, une map musculaire qui est basée sur deux chaînes qui sont postérieures et qui vous donne de nouveau un corps qui bouge de manière compacte. À l'opposé, vous avez des terriens qui ont une chaîne d'inspiration. C'est aussi les gens qu'on appelle, nous, terriens en pied. C'est-à-dire, il y a un mix de flexion, le côté terrien, et puis d'extension, le côté inspire. Et dans ce cas-là, il y a une chaîne antérieure, la chaîne terrienne, une chaîne postérieure, la chaîne d'inspire. Il faut bien que ça se croise, et on observe que ça se croise en créant ce système dissocié. Pour l'aérien qu'on appelle l'aérien en expire, eh bien, c'est le même principe. Une chaîne postérieure qui est la chaîne aérienne, une chaîne antérieure qui est une chaîne d'expire, et ça se croise. Et on a en probabilité 8, 8,5 sur 10, aussi une motricité dissociée. Dit autrement, vient de montrer que très probablement, entre des chaînes respiratoires, entre un versant de rotation associé ou dissocié du corps et l'ensemble du système d'équilibre et de coordination, se joue une seule préférence, donc un système de préférence qui s'allie pour créer ce qu'est le mouvement naturel de la personne. Alors, si on ne sait pas tout ça et qu'on reste sur une vision plutôt d'ingénieur de ce qui se passe dans le corps avec une analyse, par exemple, de la performance, eh bien, on va dire que dans les sports de rotation, il vaut mieux être dissocié, il vaut mieux chercher un facteur X parce qu'on va avoir plus de temps pour produire une force et on va faire ce type d'entraînement. Voilà. On va appeler ça de la mobilité, on va appeler ça du stretching, comme vous voulez, mais vous voyez que c'est d'abord une recherche d'un corps qui vient mettre ces éléments de rotation entre le haut et le bas. Et de nouveau, pourquoi on fait ça en priorité? Parce qu'on va considérer que si le corps n'est pas capable de générer de la rotation, indépendamment entre le haut et le bas, eh bien, on va dire que c'est de la raideur. Et donc, on va enlever la raideur en travaillant là-dedans. Dans les préférences, j'insiste, pour nous, obliger, venir forcer dans l'élément de rotation, c'est aller vers la blessure de la personne parce que son corps n'est pas organisé pour faire ce type de mouvement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner un peu, mais le prix en termes de performance et puis de risque, il est assez important. Donc voilà, typiquement, le type d'exercice qui est dans la vision dominante du golf, qui a été dominante pendant à peu près 80 ans. Alors il s'avère que maintenant, les modèles s'élargissent parce qu'on commence à mieux comprendre l'ensemble des motricités. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en fait au quotidien? Eh bien, on va aller regarder ce côté associé ou dissocié, et puis on va aller proposer des exercices qui correspondent naturellement à ce que fait la personne. Alors, des tests pour regarder le côté associé et dissocié, eh bien, il y en a plein. Un des premiers, c'est juste d'amener le corps à venir. Voilà, si vous êtes assis juste devant, ben, vous pouvez déjà essayer. Hop, on est comme ça. Et puis, vous allez essayer, par exemple, de bouger les épaules sans bouger votre bassin. Il faut bien qu'il soit tenu.
Voilà, on voit que, par exemple, j'ai assez facile à venir faire une rotation alors que mon bassin ne bouge pas, donc je suis quelqu'un qui a une motricité plutôt dissociée. Ça va bien? Voilà. Si vous voyez que à partir de là, mais ne forcez pas plus, hein, et n'allez pas faire des mouvements qui sont de ce type-là, qu'à partir de là, vous ne pouvez plus bouger, ben, c'est que vous êtes plutôt quelqu'un qui est dans le versant associé de la force. Donc ça vous donne, j'insiste là-dessus, déjà une probabilité dans tous les mouvements avec rotation, ça vous donne une probabilité aussi d'être plutôt, si vous êtes associé à un extrême ou à l'autre, des éléments de motricité et d'équilibre. Donc plutôt ou très aérien ou plutôt très terrien. Voilà. Petit exemple pour les professionnels de la santé, de l'importance de cette connaissance à la fois de comment le haut de corps fonctionne par rapport au bas de corps, et puis en même temps de la connaissance de l'ensemble de l'équilibre associé. Voilà, c'est une golfeuse pro qui m'a envoyé ces vidéos avant-hier. Et donc, elle me dit, à chaque fois que je m'entraîne sérieusement, le lendemain, je suis complètement bloqué au milieu du dos entre les omoplates avec la respiration coupée. Tu as une idée. Donc, si vous regardez son swing, vous allez le voir assez vite. Je vais essayer de vous faire un arrêt sur image. Toc, voilà. Regardez sa ligne d'épaule et sa ligne de bassin. Vous voyez clairement qu'elle joue comme une dissociée. Voilà, on la voit là aussi quand elle est au top. Et vous voyez qu'il y a un décalage assez important de sa ligne d'épaule et puis sa ligne de bassin. Alors, et pourtant, quand on la teste, non pas sur la mobilité, pas le test que je vous ai donné, mais d'autres tests que vous pourrez découvrir dans cette formation de niveau 2, eh bien, on se rend compte que le long du curseur, c'est la motricité la plus terrienne. Alors, comment c'est possible que je vous dise que les plus terriens, il y a 8,5 chances sur 10 qu'ils soient associés, puis qu'on la voit jouer aussi dissociée que ça? C'est simplement parce que parfois, il y a la morphologie qui permet de faire des choses que le système nerveux n'aime pas voir advenir. Elle, typiquement, c'est quelqu'un qui est laxe, donc elle a une hyperlaxité, si bien qu'elle n'a pas de contrainte ou pas de contrainte importante quant à sa mobilité. Elle peut aller chercher un peu partout, et pour autant, elle a une motricité qui est la motricité la plus terrienne, qui demande pour qu'elle se sente bien, pour que tout soit connecté, donc qu'il n'y ait pas de force qui viennent à des endroits créer des tensions importantes, et notamment au milieu du dos, eh bien, qui lui demande de venir jouer en accompagnement de ligne d'épaule et de ligne de bassin. Comme elle ne le fait pas, eh bien, elle s'amène à venir tourner de manière excessive au niveau thoracique, et puis le lendemain, elle se retrouve avec une difficulté, donc elle joue en dissocié alors qu'elle est associée. Le lendemain, donc tu as une idée, l'idée elle est claire, c'est remets-toi dans un schéma associé, va chercher moins loin au backswing, et aujourd'hui je joue en associé, ça change, n'est-ce pas? Et donc la douleur disparaît. Voilà. Si vous êtes kiné, si vous êtes physio, vous ne pouvez pas trouver cette origine sans connaître les préférences. C'est impossible. Oui, vous pouvez voir qu'il y a une douleur à un endroit donné du corps et puis essayer de faire tout ce que vous pouvez, ce sera toujours très bien, mais vous agissez sur la conséquence. La cause, c'est le geste inapproprié par rapport aux besoins du système nerveux de la personne. Et donc à son besoin aussi de coordination musculaire. Donc c'est très bien déjà de pouvoir faire du bien aux personnes en agissant sur les conséquences, mais c'est certainement encore mieux de pouvoir aider dans l'éducation aux gestes et à la fois au type de mouvements qui vont me convenir dans ma prépa ou qui ne vont pas me convenir en fonction de mon besoin, plutôt associé pour les uns, plutôt dissocié pour les autres. Ceci étant dit, sur cette première préférence, je vous propose de passer à la seconde. Et cette seconde, c'est l'épaule motrice. Alors, l'épaule motrice, Kisako, ça. Alors, le Kisako, eh bien, on pourrait se dire, une fois que je sais que je suis associé ou dissocié, on pourrait imaginer que les mouvements d'un côté et de l'autre, imaginons quelqu'un d'un peu dissocié, on pourrait imaginer que le mouvement d'un côté et puis de l'autre des épaules soit à peu près équivalent. Ce qu'on va voir là, c'est qu'il y a un côté qui va préférer tourner plus comparativement à l'autre côté dans le cadre d'un mouvement global de rotation. Si on regarde Federer, vous allez voir que son épaule gauche revient bien devant et en revanche, l'épaule droite n'aime pas trop passer derrière. On dit, dans le cadre de son mouvement, qu'il a un mouvement long, court. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire je suis long en préparation, ma raquette va loin derrière, et je suis court en finish. Ma raquette s'arrête assez vite la plupart du temps. Et si la raquette continue d'aller derrière, il va falloir que le bassin tourne en même temps. Si le bassin ne tourne pas, eh bien, mon épaule ne va pas pouvoir tourner. Donc, il a une épaule qu'on appelle gauche, c'est celle que je viens mettre devant, motrice. C'est l'épaule autour de laquelle on aime accélérer, on aime produire de la puissance, et ça va donner donc plus de rotation quand l'épaule droite va aller en arrière que quand l'épaule gauche va aller en arrière. Si vous prenez Nadal et que vous regardez ses mouvements, préparation plutôt courte, et regardez jusqu'où va la raquette au finish, il se gratte le dos. Et quasiment à chaque fois. On le refait, il va redonner son coup droit. Donc remarquez qu'il a la raquette dans la main gauche. Hein. Et lui, on voit que c'est un peu plus court derrière. Et de nouveau, je finis très long. Donc court derrière, je finis long devant. Ça veut dire aussi que son épaule gauche, elle aime venir sur l'avant. Alors pourquoi lui c'est court long? Parce qu'il utilise la main gauche alors que Federer il utilise la main droite. Mais dans les deux cas, donc, on a une épaule gauche qui va donner plutôt ce schéma de rotation dans lequel j'aime amener mon épaule gauche devant et j'ai une préférence pour laisser mon épaule droite un peu plus en arrière. Dit autrement, quand vous regardez les lignes d'épaule, vous allez voir, et on parle bien de rotation de toute la ligne, hein, on ne parle pas d'une épaule qui vient complètement se rentrer sur elle-même, eh bien, on va voir que si je vous fais le mouvement, je vais le refaire devant vous, hop, voilà. Si je fais le mouvement, je refais le même mouvement que tout à l'heure et puis je regarde. Et si je ne bouge pas mon bassin, que j'amène mon épaule gauche, je viens à cet endroit-là. Donc, on voit que mon épaule gauche est quasiment à 90 degrés. Et si je le fais avec la droite s'arrête ici. Donc, il monte 20-30 degrés sur ma droite comparativement à ma gauche. Dit autrement, j'ai une préférence pour avoir une rotation qui vient jouer avec une épaule gauche qui se met devant, qui, là, on est dans du 7 sur 10, correspond à l'épaule motrice. Cette épaule motrice, elle va avoir un lien, de nouveau, c'est très étrange, hein, si on ne comprend pas l'ensemble du modèle. Et il y a des choses qu'on a du mal à expliquer, mais alors on sait très bien agir dessus. On sait comment faire, mais on n'a pas encore l'ensemble des preuves. On a à peu près 15 publications scientifiques, mais qui sont en priorité sur la coordination, sur l'équilibre, sur comment on court, comment le muscle réagit. Mais on n'a pas encore sur tout. Il y a à peu près 100, 150 ans de boulot devant nous pour venir amener l'ensemble des preuves. Mais si je reprends ces histoires d'épaule, eh bien, moi, je suis épaule gauche. Donc, c'est l'épaule autour de laquelle je vais préférer m'organiser, autour de laquelle je vais plutôt accélérer, qui va avoir un lien direct avec le sens de rotation. Vous savez tous que quand on essaie de faire une rotation d'un côté ou de l'autre, mais il y a un côté qui va mieux que l'autre. Eh bien, voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Donc, de nouveau, n'imaginez pas que parce qu'il y a un côté qui va plus loin que l'autre, eh bien, c'est un problème qu'il y a un côté qui a plus de tension que l'autre. Ça s'appelle une organisation. Donc, on retrouve toujours ce système dans les préférences. Ça ne veut pas dire que parfois, quand il y a un vrai problème, ça s'accentue et puis que là, la personne devienne bloquée. C'est pour ça que c'est complexe de se dire quelle est la fonction et à quel moment c'est une dysfonction. Une fonction, c'est quelque chose qui crée une variation entre une polarité et l'autre. Certains épaules gauche, d'autres épaules droite. Pour ceux qui ont déjà suivi, on parle parfois de côté, qui a un côté dominant à gauche ou à droite. Je suis dominant en terrien ou en aérien. Chaque fois, vous voyez ces polarités qui s'expriment. Eh bien là, c'est sur la rotation et cette ligne d'épaule plutôt gauche, plutôt droite, avec des implications magistrales quant à l'ensemble de mon organisation motrice et à mon équilibre. Voilà. Prenons Wawrinka pour reprendre encore un autre exemple. Lui, vous allez voir que c'est très long en arrière, alors qu'il est droitier. Donc, sur son épaule, c'est l'inverse de Federer. Et en préparation, là, on pourrait dire qu'il est long en préparation, mais non, parce que son épaule est complètement dans la ligne de bassin. Voilà. Épaule, ligne de bassin. Et puis, quand vous regardez le finish, eh bien, vous allez voir que l'épaule va loin derrière. Donc, lui, il est dans ce qu'on appelle du court long. Pourquoi? C'est épaule droite qui est l'épaule d'accélération. J'aime la garder plus en avant. J'ai moins de possibilités de rotation à l'amener mon épaule droite derrière, donc je reste plus court. En revanche, ça tourne tout seul pour amener mon épaule droite devant. Je suis dans un mouvement avec une rotation
un cours long, en étant droitier, épaule droite. Voilà. De nouveau, ces notions d'épaule, et là, ça a été montré que par Volodalen, déjà le cadran du mouvement est vraiment spécifique, eh bien, il y a un lien avec, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien avec le système d'équilibre. Pour les gens qui ont suivi le niveau 1, on parle du cadran du mouvement, c'est-à-dire comment je place mon équilibre dans un monde en 3 dimensions. On montre qu'il y a des trajectoires préférentielles. Eh bien là, on a pu montrer que les gens qui ont une épaule gauche, qu'ils soient terriens ou aériens, ont une tendance à avoir non pas leur point 1, parce que ce système d'équilibre, on l'avait expliqué, du 1 au 2, du 2 au 3, et puis en disant qu'on ne va pas mettre son centre de masse dans le 4. Je ne vais pas redonner l'ensemble de l'explication, ça c'est dans le niveau 1 des formations. Dans le niveau 2, vous voyez ces notions d'épaule, et on peut montrer combien le point 2 de l'équilibre, eh bien, quand on est épaule gauche, il est quasiment tout le temps en arrière, pour peu que ce ne soit pas gêné par la persistance de réflexes. Ça veut dire aussi que il y a un lien direct qui semble incroyable quand on l'expose comme ça, entre le fait d'avoir une épaule gauche qu'une épaule motrice et le fait d'avoir plus de latéralité. Parce que si je suis aérien, par exemple, et que j'ai un point 2 derrière, ça veut dire que j'ai une latéralité qui est très présente. Donc, on peut voir le signe d'épaule juste en regardant l'orientation des pieds entre un côté qui est plus d'extension, puis un autre côté qui est plus de flexion, qui généralement présente une rotation externe. Donc, je ne vais pas détailler parce que tout ça, on le détaille typiquement dans la formation niveau 2. C'est juste pour vous dire ce système relativement incroyable dans lequel des choses qui semblent totalement indépendantes se relient à travers ces préférences qui font que dès que je vais avoir à me déplacer, si après la conférence vous avez un peu de temps, je vous propose de monter sur une chaise, pas trop haute, et puis de vous laisser tomber en avant. Et vous allez voir, si votre système nerveux considère que ça ne pose pas de problème de tomber en avant en étant très dynamique à l'appui, eh bien, vous allez rester en extension et puis votre haut de corps va s'organiser d'une certaine manière et en général avec votre épaule motrice devant. Et puis, si vous montez encore plus haut et que vous cherchez à descendre et que le système se dit, oh mon Dieu, là, je peux pas me laisser rebondir dans la descente et qui va chercher à fléchir, c'est-à-dire à venir plus en arrière, eh bien, vous allez voir conjointement une organisation du corps dans laquelle vos rotations vont pas être les mêmes. Donc, à chaque milliseconde, quand vous allez vous mettre en équilibre, en posture et en déplacement, il va y avoir conjointement, lié à votre équilibre, un déplacement de tout le corps, de toutes vos masses qui vont se déplacer selon ce que sont vos préférences, qui vont se déplacer dans des formes prédéfinies autour de votre centre de masse. Ben, ça, c'est le contenu du niveau 2 de nos formations. Le niveau 1, c'était comment le centre de masse se place et se déplace dans l'espace. Et le niveau 2, c'est comment tout le reste tourne autour. Donc, on voit dedans ce côté associé, dissocié, le côté épaule motrice, le côté large ou axial. Pour ceux qui ont suivi la formation, la webconf de jeudi, j'en ai un peu parlé. Donc, un ensemble de systèmes qui font que le corps prend des formes qui lui sont tout à fait propres. Voilà pour ce second point très pratique lié au haut de corps. Donc, vous voyez, hein, j'insiste là-dessus, des liens entre les épaules et puis la manière dont mes appuis vont se placer, entre quelle épaule et puis une latéralité plus ou moins prononcée. Je ne pense pas que vous entendrez ça nulle part ailleurs que dans les préférences motrices aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on commence à pouvoir bien éclairer l'ensemble de la manière de bouger, ces préférences, ces choses naturelles qui ne me demandent pas d'effort et qui produisent une performance spontanée. Alors, ceci étant dit, je vous laisse poser les questions et puis j'arrive au 4e point de cette webconf. C'est une petite présentation de cette formation digitale de niveau 2 sur les préférences. Donc, cette formation, comme je viens de vous le dire, c'est du niveau 2, c'est-à-dire qu'avant, il y a eu le niveau 1, je me suis assez étendu dessus. C'est du niveau 2 qui est dédié aux professionnels de la santé et aux professionnels du sport. Alors, c'est pas la même, il y en a une pour les professionnels de la santé, les kinés, les ostéos, les médecins. Il y en a une qu'on a déjà ouverte jeudi pour les podologues. Dans toutes les formations, les concepts abordés sont les mêmes. C'est-à-dire que vous preniez pro du sport, que vous preniez pro de la santé, à chaque fois avoir les mêmes concepts. Le côté associé, le côté dissocié, le cadran du mouvement qui va être précisé. Simplement, ce que l'on va en faire dans la pratique ne sera pas la même chose. On va plutôt aller voir
comment ces préférences peuvent expliquer les blessures et puis quel type d'exercice je vais pouvoir réaliser pour en sortir pour les kinés, quel type de semelle, quel type de chaussures pour les podos, et puis quel type de préparation pour aller chercher mes meilleures compétences, mes meilleures capacités pour atteindre la performance pour les pros du sport. Donc cette formation de niveau 2, c'est 11 modules vidéo pour un total de 6 heures de vidéo, à peu près, on considère que c'est à peu près 12 heures de formation. C'est comment mon corps bouge autour de son centre d'équilibre. Il y a dedans à la fois les vidéos dans lesquelles on explique, vous avez l'ensemble et des foulées qui sont expliquées, des questions, des réponses, des études de cas, un accès illimité. Beaucoup, quand ils donnent les formations, ce n'est valable que pour 3 mois, par exemple. Nous, on vous laisse l'accès complètement illimité, c'est-à-dire dans 1 an, dans 2 ans. S'il y a des choses que vous avez besoin de revoir, vous pourrez continuer à y accéder. Vous avez un espace de formation, et puis vous avez les mots de passe, vous avez l'identifiant, et donc vous pouvez y accéder quand vous voulez. Vous progressez dans votre formation au moment où vous voulez, quand vous voulez. Vous pouvez faire 20 minutes un jour, revenir 3 jours après. C'est une formation qui est certifiante, donc vous avez un certificat. À la fin, il y a un ensemble de questions, et puis une fois répondu à ces questions, vous avez un certificat. C'est une formation qui permet d'accéder au niveau suivant. On a un niveau 3 qui est plus basé cette fois sur les aspects cognitifs liés aux préférences. Donc, que vous décidiez de le faire en digital ou en présentiel, pour nous, l'un vaut l'autre. Et donc, vous pouvez décider de faire des circuits dans lesquels vous avez d'abord vu le digital, puis après, vous souhaitez venir en présentiel. Et puis, enfin, pour les indépendants, les professionnels de la santé, ou même les professionnels du sport, eh bien, vous avez une prise en charge FIFPL sur l'ensemble de nos formations. Sur le contenu, eh bien, il y a d'abord un rappel de ce que c'est le schéma terrien-aérien. C'est un rappel du niveau 1. Pas aussi précis, bien sûr, que le niveau 1. Si vous voulez comprendre l'équilibre, eh bien, c'est plutôt le niveau 1 qu'il faut prendre avant le niveau 2, parce que c'est en ordre hiérarchique. Ensuite, on donne le cadran du mouvement de manière plus précise que dans le niveau 1, et puis les exercices à réaliser à la fois en termes de performance pour les pros du sport, et puis en termes de santé, de soins, de traitement pour les kinés. On fait un point sur les connaissances scientifiques actuelles, donc l'EBP, l'Evidence-Based Practice. Ensuite, on aborde les chaînes d'inspiration, d'expiration, 4 grandes motricités, motricité axiale large. On parle de la vision, il y a un lien direct entre les motricités et puis les manières de voir, dans ce qui est un chapitre qui est basé sur le cadran de la vision. On parle de chaînes d'ouverture, de chaînes de fermeture, qu'on appelle d'extraversion et d'introversion, des pôles motrices. Ensuite, il y a un grand nombre de cas cliniques pour les kinés, organisés de manière géographique, c'est-à-dire on part du bas, puis on va jusqu'en haut du corps, et puis on peut dire, si on a une douleur à cet endroit-là, quels sont les types de mouvements qui peuvent l'expliquer, qui peuvent poser un problème, et donc, quels sont les exercices à favoriser pour pouvoir en sortir. Pour les pros de la santé, on ajoute à ça la planification, donc le lien avec les préférences énergétiques et comment on peut planifier pour arriver à un objectif. Et puis, bien sûr, on dédie l'ensemble des cas cliniques à de la performance, plutôt que à de la santé. Voilà. Les retours qu'on a eus sur le niveau 1 sont vraiment excellents. On vous remercie d'ailleurs tous. La proposition de prix, donc c'est une formation qui est plus longue que la formation niveau 1, donc elle sera à 350 € à partir du 1er janvier, et jusqu'à la fin de l'année, en offre de lancement, elle est à 290 €. Je fais attention parce que comme je suis en Suisse, j'ai chaque fois l'envie de me dire 290 €, mais je dis bien 290 € avec prise en charge FIFPL. Et puis enfin, pour ceux qui n'auraient pas pris le niveau 1, et de nouveau jusqu'à la fin de l'année, donc il vous reste 8 jours, 9 jours peut-être, eh bien, on fait une offre, un pack du niveau 1 et du niveau 2 à 550 € au lieu de 640 €. Et le niveau 1, eh bien, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est le système de rebond, le système de poussée, le schéma terrien-aérien, et puis l'ensemble de l'équilibre dans un monde en 3 dimensions. Voilà. Alors, je vais prendre vos questions juste avant. Je vais lancer l'offre. Donc, si vous êtes intéressé, ce que vous allez pouvoir faire, c'est, hop, voilà, l'offre, elle est lancée. Vous allez pouvoir accéder, c'est en haut à droite normalement sur votre écran. Si vous le voyez pas, il faut sortir du plein écran, puis vous allez voir qu'il y a une offre qui va
qui va apparaître. Vous avez juste à cliquer sur cette offre, puis ça va vous amener sur une page. Quand on est poli, on parle de landing page. Et donc, sur cette page d'atterrissage, eh bien, vous allez pouvoir choisir ou le niveau 1 ou le niveau 2 ou le pack à la fois podo si vous êtes podo, kiné si vous êtes kiné ou ostéo ou médecin du sport, et puis pro du sport si vous êtes plutôt professionnel du sport. Petit point que j'oublie pas, sinon je vais me faire engueuler. Pour les pros du sport, comme d'habitude, je suis toujours à leur pile. Ben, pour les pros du sport, leur pile, ça va être mi-janvier. Donc, j'ai encore un peu de retard pour les pros du sport. Kiné, dès que vous l'achetez, je vais me faire engueuler, je sais. Donc, le kiné, dès que vous allez la commander là, ben, hop, vous allez avoir l'accès direct. Podo aussi, mais les podo, vous avez déjà commencé depuis jeudi. Mais en revanche, pro du sport, je suis désolé, vous avez le droit de m'insulter, de dire que je suis toujours en retard, ce qui arrive assez régulièrement. Et donc, j'ai encore quelques vidéos à tourner, donc ça arrivera, ça vous sera livré directement, donc ça arrivera dans votre boîte mail, et puis vous aurez un lien, et puis qui vous permettra d'accéder à votre espace de formation. Eh bien, ça va vous arriver au 15 janvier. Alors, je vous montre quand même que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, et puis après, je prends votre question. Ben, c'est quoi votre espace de formation? Eh ben, hop, voilà, je ressors de là, voilà, je reviens sur le partage, fenêtre de l'application, et je viens là, et je mets partager, voilà, et si ça voulait bien me présenter que, hop, ça, voilà. J'espère que vous l'aviez. Voilà, je suis à l'intérieur de mon espace de formation. Donc là, je suis sur le niveau 2. Donc, il y a l'ensemble des modules que vous voyez apparaître. Là, je vais cliquer, par exemple, j'ai cliqué, par exemple, sur le module 5, qui sont l'explication in vivo des 4 grandes motricités. Donc, je suis avec 4 gugus bien habillés et puis qui correspondent à ces 4 motricités. Je montre l'ensemble des tests pour venir déterminer ces motricités. Ensuite, voilà, on va expliquer lesquels sont associés, lesquels sont dissociés. Vous revoyez les tests. On montre après comment ils bougent. Par exemple, quelle est leur foulée. Voilà, la motricité de double flexion. On va voir des gens qui courent, voilà, une course très terrienne. On va jusqu'au plus aérien. Voilà la course la plus aérienne. Et puis, on montre combien l'ensemble des coordinations se retrouvent dans cette manière de courir, qui fait que vous serez plus prisonnier quand on vous dira qu'il faut absolument courir avant-pied, parce que vous comprendrez que ça ne correspond qu'à une des 4 grandes motricités. Alors voilà, je peux aller par exemple sur les motricités larges ou plus axiales. Chaque fois, vous avez ces vidéos qui apparaissent en dessous, les essentiels, des quiz, des questions. Voilà, ça va prendre une forme de plus en plus interactive avec plein de possibilités, plein de tests, plein de vidéos qui vous seront présentées à la fois pour tester, pour savoir quels exercices réaliser, et puis pour comprendre ce qui est à l'œuvre dans la motricité du sportif. Voilà, les chaînes d'introversion et d'extraversion. C'est assez sympa en fait hein, comme plateforme. Thibaut a beaucoup travaillé là-dessus, puis comme Thibaut est très très bon, eh ben il a fait quelque chose de bien sympa. Et il va être content parce que pour une fois que je lui dis qu'il fait quelque chose de bien, en fait, je lui dis assez souvent, hein, n'en faites pas. Ok, alors, j'essaie de retrouver ma page pour revenir vers vous. Hop, voilà. Et voilà, je arrête le partage. Très bien. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre vos questions. Alors, voilà. Hop. Toc. Voilà, Gaël, on t'entend bien. Top, top. Peut-on revoir les autres webconférences? Alors oui, on peut revoir les autres webconférences. Il y a la dernière, celle de jeudi, qui était sur le cadran du mouvement et puis sur le côté axial et puis large. Vous pouvez le revoir. Vous allez sur notre page internet, notre page Facebook, Volodalen, et puis vous avez un replay. Et puis sur le site internet, vous pouvez trouver aussi l'accès au replay. Bientôt, tout sera sur la chaîne YouTube Volodalen. Top pop. Ok, Michael, les conquérants de l'inutile. Ok, Thierry.
est-ce que tu fais une différence entre l'épaule dominante et la hanche dominante? Voilà, nous, on ne parle pas trop de la hanche dominante pour une raison qui est que tant qu'on n'a pas d'éléments assurés, il y a plein de choses qu'on a vues parfois 1 an ou 2 ans avant, mais qu'on va venir évoquer qu'à partir du moment où on l'a soumis à la tempête. C'est-à-dire qu'on s'assure que ce que l'on a vu est stable. Tant qu'on a l'impression que notre connaissance n'est pas suffisamment élaborée pour ne pas raconter trop de bêtises, eh bien, on n'y va pas. Et donc, sur les hanches, on considère que c'est pas assez élaboré, qu'il y a trop de définitions différentes, et donc, on n'en parle pas dans la... Et pour nous, ce serait plus lié au schéma, au côté d'extension, puis au côté de flexion, qu'au côté associé, puis dissocié. Mais comme on n'a pas d'éléments d'assurance, je préfère me taire et puis parler plus tard sur ce point. Que se passe-t-il au niveau des épaules quand un joueur de baseball lance avec sa main droite et batte en gaucher? Oh, voilà une excellente question, David. Eh bien, il va se passer que dans un cas, il va être court-long, et puis dans l'autre cas, il va être long-court. Je reprends. Si je suis épaule gauche, et puis que je vais lancer avec ma main droite, bien, spontanément, ma rotation, elle va être bonne dans ce sens-là en préparation. Je vais aller loin, et puis je vais aller moins loin ici. Donc, je vais être plutôt long-court. Maintenant, si je vais chercher en gaucher, eh bien, mon système d'épaule, lui, il va pas changer, hein. Donc, il va aimer amener l'épaule gauche devant, et puis ne pas trop l'emmener derrière. Et donc, quand je vais faire ça, je vais être plutôt court en préparation, et puis je vais finir long derrière. Donc ça, c'est ce lien entre la main dominante, celle qui porte l'objet, et puis la ligne d'épaule. La ligne d'épaule, elle va toujours faire le même schéma. Donc, long-court dans un cas, court-long dans l'autre cas. Est-ce qu'il y a un rapport terrien-aérien avec la dominance de l'épaule gauche ou l'épaule droite? Michael, donc non. C'est de nouveau, on peut être à 50% de terriens qui vont être avec l'épaule gauche, 50% de terriens qui vont être avec l'épaule droite, et idem pour les aériens. Mais ce que j'ai dit, c'est, quand on connaît ce cadran du mouvement, c'est que la manière d'être latéralisé, la manière dans sa catégorie motrice d'être plus ou moins, parce qu'il y a des aériens gauche, certains qui sont un petit peu plus dynamiques sur l'avant, ce qu'on appelle avec le point 2 devant comparativement aux autres. Là, il y a un rapport avec votre centre d'équilibre, mais il n'y a pas un rapport avec le fait que vous soyez terrien ou aérien. C'est du 50-50. C'est pas parce que vous êtes aérien que vous aurez une épaule gauche ou terrien avec une épaule droite. Est-ce qu'un terrien, un pied dissocié, raide en pied dissocié, oh là, ça devient très technique là. Raide au niveau de son point mobile peut d'un coup être considéré en profilage comme un terrien associé. Alors, il y a, je vous l'ai dit, 1,5 cas sur 10 de personnes où on a du mal à se situer. C'est le propre d'un curseur. Il y a des gens qui sont un peu en interfaçage. Donc nous, on regarde quelles sont les chaînes qui sont à l'œuvre. Et si on a par exemple un terrien, comme je vous l'ai dit, avec une chaîne d'expire, on voit que ça fonctionne bien de plutôt garder le schéma associé. Puis si on a plutôt une chaîne d'inspire, eh bien, on voit que ça fonctionne mieux d'essayer de maintenir un peu de dissociation. On va pas tirer dessus comme des abrutis, hein. C'est vraiment que dans le mouvement, on va favoriser les mouvements qui donnent ce facteur X. Donc, par exemple, si on va faire une fente, eh bien, si on avance le côté gauche, ça va amener le bassin comme ça. On va plutôt demander les épaules de venir comme ça. Donc, on va faire vivre la dissociation sans l'exagérer, mais en l'amenant dans la dissociation, alors que la même fente, eh bien, on va l'amener dans le champ de l'association. Donc, si je suis fente côté gauche, on laisse aller les épaules dans le temps, dans le tempo de ce qu'est la rotation même du bassin. Donc, pour te répondre, Patrice, il est juste plus associé sur ce paramètre, mais ça fait pas de lui une autre catégorie motrice. C'est d'autres chaînes musculaires qui font que s'il est un terrien en mode inspire, il restera toujours un terrien en mode inspire, mais un peu plus associé que les autres. C'est toujours ces notions de curseur. Laurent, concernant la natation, est-ce que l'environnement, la pratique domine la performance ou est-ce que les préférences motrices prévalent sur la pratique? Alors, Laurent, on répond de cette manière, on répond à ce type de questions de manière un peu lacunaire en première réponse en disant si on est quelqu'un sur 20 points, 10 points est pour le mystère, ce qui nous reste à découvrir, ce qu'on ne comprend pas. 5 points sur ce que tu fais dans ta vie, c'est-à-dire la manière dont tu vas bouger préférentiellement, et puis 5 points sur ce qui est ta préférence. Et donc, ce qui nous intéresse, une fois qu'on a dit ça, c'est pas est-ce que c'est ta préférence qui domine,
ou est-ce que c'est ce que tu fais dans l'environnement qui domine, c'est comment l'un interagit avec l'autre. J'en ai souvent parlé avec les terriens et les aériens. Si vous avez un modèle aérien de rebond, ben, comment vous allez interagir avec le sable, ça va vous mettre en difficulté. Comment vous allez interagir avec la piste, eh bien, ça va aller dans le sens du rebond, donc vous allez être à l'aise. Voilà, c'est imaginer quelqu'un qui a envie d'aller au soleil et puis qui est roux avec la peau blanche, ben, son rapport au soleil va pas être le même. Ça veut pas dire qu'il peut pas aller au soleil, ça veut dire que son rapport au soleil va pas être le même que quelqu'un qui est de peau noire et qui peut y aller d'emblée. Et donc, c'est ça qui nous intéresse. C'est l'interfaçage entre nos besoins internes et puis les conditions de l'environnement. Plutôt que de dire est-ce que c'est l'un qui compte ou est-ce que c'est l'autre. Donc, chaque fois, on continue d'en avoir une analyse sur l'environnement et puis une analyse en interne. Dans le cadre des rotations, par exemple, sur ce système associé et puis dissocié, eh bien, on va dire ce qui compte éventuellement, c'est d'avoir une rotation. Eh bien, certains vont avoir la rotation avec une indépendance de ligne d'épaule par rapport à la ligne de bassin. On les appelle les dissociés. C'est comme ça qu'ils vont être coordonnés, c'est comme ça qu'ils vont être équilibrés, c'est comme ça qu'ils vont être puissants. Et puis les autres, ils vont avoir une rotation de tout le corps à la fois. C'est comme ça qu'ils vont être coordonnés, c'est comme ça qu'ils vont être puissants. Donc, les deux seront capables de produire de la rotation, mais le mouvement intrinsèque des masses n'est pas le même. Sylvie, bonjour, merci pour la présentation. J'ai pas suivi le niveau 1, quand puis-je le commencer? Ben, tout de suite, Sylvie, il y a une offre, il y a une proposition qui justement inclut ce pack niveau 1 et puis niveau 2. En revanche, commencez bien par le niveau 1. C'est d'abord comment on s'équilibre, c'est le point le plus important de la bête, puis après comment tout le reste bouge autour de ce centre d'équilibre. Feriez-vous travailler un associé ayant une mobilisation faible en rotation? Oui. Benoît, le problème n'est pas la rotation, en fait. Tout le monde est capable de faire la rotation, mais c'est une rotation de menhir. C'est boum, tout bouge à la fois. On ne met pas de différence entre ça, la partie haute, là, et puis la partie basse. Donc oui, aucun problème pour mettre de la rotation, mais c'est une rotation d'ensemble. Ce n'est pas une rotation qui est indépendante entre ligne d'épaule et puis ligne de bassin. Damien, salut Cyril, en traversant une pente raide à la course, je préfère avoir le vide d'un côté plutôt que de l'autre. Est-ce que cela s'explique par l'épaule motrice? C'est une bonne remarque, je pense pas, mais je ne suis pas certain. C'est-à-dire que très souvent, dans des conditions données, il peut y avoir plusieurs explications. Une des explications peut être, par exemple, que je vais préférer avoir mon côté dominant, mon côté d'extension du côté du vide parce que j'ai plus confiance en lui, et l'autre, je me sens pas bien. On le voit très souvent ça, par exemple, sur les tapis. Donc, il peut y avoir plusieurs incidences, la vision, mais d'abord la posture qui peuvent expliquer ça. Donc, je peux pas te répondre de manière simple, Damien, désolé. Benoît, merci pour cette webconf très enrichissante, au top. Merci beaucoup, Benoît. Alors, Jean-Philippe, est-ce que les terriens en cuisse, ils ont tous l'équilibre à l'arrière, à gauche? Alors là, on est un peu sur le cadran. Et puis, les terriens, ils sont en équilibre derrière, les aériens devant. Et puis, dans le niveau 1, on aborde le côté d'extension puis le côté de flexion. Puis, on dit qu'il y a un côté qui est dominant. Et ce qui nous donne le schéma terrien à gauche, terrien à droite. Puis, la question, c'est est-ce que tous les terriens qui sont en double flexion, donc les plus terriens des terriens, ceux qui sont associés, est-ce qu'ils sont nécessairement latéralisés d'un côté plutôt que de l'autre? Et la réponse est non, Jean-Philippe. Ils peuvent être d'un côté ou de l'autre côté. Il y aura une petite incidence en probabilité, vous vous souvenez, une préférence c'est les probabilités à être côté gauche, mais c'est des statistiques qu'on a actuellement, c'est à 60%. Donc tu vois, c'est-à-dire que pour un terrien, tu dois bien vérifier la latéralité et ce n'est pas ton côté associé et dissocié qui oblige à ta latéralité. Cathy, je suis intéressé, mais je ne vois pas l'accès aux offres. Je pense que les autres, vous devez le voir. Donc, Cathy, c'est pas dans le chat. Il faut que tu ailles chercher en haut à droite, et puis tu as un petit truc normalement qui s'affiche avec offre, et là, tu as le module, et tu as juste à cliquer dessus. Si vraiment, là, tu le vois pas dans cette webconf, dès dans 1 heure après cette webconf, ou même 30 minutes après cette webconf, tu auras l'accès à partir du site internet Volodalen. Si on achète le niveau 1, on peut avoir un prix sur le niveau 2, sport, mi-janvier, David. David, en fait, tu peux acheter tout de suite le pack, et puis comme ça, tu as les deux, et puis ça t'arrive directement au mois de janvier. Mais
Mais oui, mais ce sera plus simple en fait de faire comme ça, c'est-à-dire d'acheter le pack tout de suite, comme ça c'est plus intéressant même pour toi au niveau financier. Question sur la formation, la certification est prévue à des dates précises ou se fait quand nous le souhaitons? Ça se fait quand tu le souhaites. C'est simplement pour une prise en charge FIFPL. Eh bien, il faut qu'on annonce un temps limite et donc on met le temps limite qu'on souhaite. Mais c'est quand tu le souhaites. Puis je suis avec un point numéro 1. Je vois qu'on a beaucoup de gens qui ont suivi les équilibres parce que j'ai beaucoup de questions sur l'équilibre et puis le lien avec ce que je vous ai évoqué ce soir. Je suis point numéro 1 en arrière à gauche, quand ma jambe d'extension, nanana, mais je suis dans un, je passe en nanana, pourtant mon point avant droite, c'est mon point numéro 4. Donc là, Jean-Philippe lui dit qu'il bascule complètement dans une zone qui, normalement, est une zone qui lui convient pas. Eh ben, Jean-Philippe, je suis étonné et en général, le seul cas où on fait ça, c'est quand on a des gens qui sont terriens, qui sont en perte d'équilibre sur l'arrière, parce qu'ils ont des réflexes d'extension qui sont encore à l'œuvre, et là, ils vont se réfugier le plus loin possible de l'endroit où ils peuvent perdre l'équilibre, et c'est malheureusement parce que ces réflexes leur ont fait perdre leur équilibre numéro 1, et donc ils sont à essayer de s'en sortir, et ils ne peuvent plus vivre complètement leur motricité. Véronique, si on achète une formation en ligne, est-il un espace consacré aux questions? Oui, donc si Véronique, ta question est, une fois que j'ai acheté, est-ce que je peux poser des questions? La réponse est oui. Et on a toujours quelqu'un qui est toujours le fameux Thibaut, qui est là et puis qui va répondre à tes questions. Et puis, dans le courant de l'année, on fera aussi une fois pour tous les gens qui ont acheté des formations, une webconf réservée, privée, et puis dans lequel vous pourrez poser chacune des questions. Mais entre-temps, vous pouvez déjà poser vos questions par écrit et on y répond. Hop, François. 2 questions, François. Comment le corps humain prépare à l'opposé d'où il veut aller une épaule droite dominante, une facilité à préparer avec le top. Alors, comme elle est assez complexe, comment le corps humain prépare à l'opposé d'où il veut aller une épaule droite dominante, une facilité à préparer avec l'épaule droite derrière et donc à se tourner de ce côté-là. Alors, François, je pense comprendre à peu près ta question, mais elle suppose une explication suffisamment complexe pour que les gens, si je commence à répondre, n'arrivent plus à suivre. Donc, pour te faire très simple, dans certains cas, mais qui sont précisés, qu'on revoit aussi ensuite dans une autre formation, dans certains cas, eh bien, il va y avoir ces éléments de rotation, de bascule d'épaule, mais c'est pas la majorité des cas. Donc, je peux pas donner chaque cas de figure pour venir t'expliquer comment le centre d'équilibre et puis le centre des épaules bouge conjointement, parce que ce sera un peu trop long à expliquer. Donc, c'est une question qui est, je suis désolé, mais un peu trop technique pour que j'y réponde là. Les points sur la partie antérieure du pied dans le cadre du mouvement terrien correspondent-ils à la pronation et à la supination du pied? Alors là, c'est une question sur le versant terrien et puis aérien, qui n'est pas le thème de cette webconf, mais je vais tenter d'y répondre. Quand on est terrien, on joue avec des muscles qui sont situés à l'avant et à l'intérieur du corps. Et ça va jusqu'à l'avant des pieds. Et donc, ça veut dire que pour pouvoir activer cette chaîne terrienne, j'ai besoin d'un ancrage derrière. Donc, souvent, on entend que les terriens, c'est des gens qui doivent mettre leur centre de pression sur davantage sur le talon. En fait, une fois qu'on a dit ça, on risque de s'éloigner de l'essentiel, qui est qu'il faut absolument que la partie avant du pied, puis interne, touche le sol. Parce que si vous n'avez pas cette partie-là, vous ne pouvez pas activer complètement votre chaîne terrienne. Donc, ça joue plutôt, mais j'aime pas le terme pronation, parce que quand on pense à pronation, on pense à une bascule. Je préfère que dire qu'il doit y avoir une connectique de l'intérieur du pied, une pression de l'intérieur du pied, donc pas de pied qui bascule comme ça. Dès que vous voyez un terrien qui a un pied qui va basculer un peu sur l'extérieur, c'est nécessairement un terrien qui se rigidifie et puis qui perd de la proprioception, parce qu'on bascule du côté de l'activation de la chaîne aérienne. Donc là, on le voit nous tous les jours au labo avec des gens qui se blessent, qui arrivent. Il suffit qu'on regarde, on voit une motricité terrienne et puis on regarde les usures de semelle sur la partie externe et on sait que c'est quelqu'un qui n'arrive plus à jouer complètement dans son schéma terrien, donc c'est un terrien qui a rigidifié. Il y a une coquille dans l'offre, c'est marqué offre valable jusqu'au 31 décembre 2021 au lieu de 31 décembre 2020. Ben voilà, il y a Thibaut qui va devoir commencer à se taper sur le dos parce qu'il s'est trompé d'un an. Donc c'est bien jusqu'au 31 décembre 2020, désolé pour l'erreur.
Existe-t-il des tests pour ne pas nous induire en erreur, juste en regardant les joueurs? Alors, s'il s'agit juste de regarder, la meilleure chose pour pas se tromper, c'est de faire ça pendant des années, à peu près 24 heures sur 24. Et donc d'avoir, je suis désolé, hein, c'est une réponse un peu, mais c'est surtout au départ d'avoir ce qu'on appelle des effets loupes, c'est-à-dire de bien connaître les gestes types pour chacune des motricités. Puis comme ça, après, ben, je peux repérer les gens qui sont un peu entre deux eaux, mais si j'essaie d'abord de repérer les gens qui sont complexes, je vais jamais y arriver. Il faut d'abord commencer par le simple, avoir une grande vue, et puis là, on vous les donne dans la formation. Il y a les foulées, il y a les types de postures, de l'ensemble des motricités. Il faut d'abord avoir ces éléments simples pour pouvoir repérer dans la complexité. Ne cherchez pas à aller directement dans du complexe. Dans les concepts qui sont abordés, on a des concepts qui sont justement suffisamment simples, notamment le curseur des motricités. En tant que professionnel de la santé, en tant que professionnel du sport, je considère que par rapport à ce que me fait dans le mouvement un sportif, il a plutôt besoin d'aller vers plus terrien ou vers plus aérien. Ouais, ça s'appelle du simplex. Il y a plein d'explications sous-jacentes, on entre dans la complexité, mais je peux être effaré par tant de complexité. Je sais que j'ai mes polarités et j'ai juste un choix que de dire je considère que son besoin est plus d'un côté et plus de l'autre côté. Donc, on essaie de passer à la fois dans le simple qui permet l'action et puis dans quelque chose d'un peu plus complexe qui, au fur et à mesure, me permet d'accéder plus facilement à cette singularité, c'est-à-dire aux besoins spécifiques à un sportif, parce que toutes ces formations, c'est quand même pour venir personnaliser l'approche. Top. Alors, l'épaule motrice a-t-elle un intérêt en course à pied et en cyclisme? Alors, en course à pied, elle a très peu d'intérêt. Simplement, elle t'aide à comprendre un peu plus pourquoi il y a un bras qui bouge pas de la même manière que l'autre bras. Mais très franchement, à partir du moment où vous n'avez pas de rotation importante dans le mouvement, l'intérêt est tout à fait secondaire. Vous allez pouvoir l'utiliser, vous, pour assurer, si vous n'êtes pas sûr avec un type de test, pour vous assurer que finalement le cadran du mouvement était bien celui que vous aviez vu. C'est le gros avantage d'un système, c'est qu'une information vient s'organiser par rapport à l'autre information, donc ça vous donne que vous avez plusieurs tests possibles pour pouvoir valider ce que vous avez vu par ailleurs. Mais en revanche, alors est-ce que ça a une incidence majeure sur la course à pied? La réponse est clairement non. Sur le cyclisme, peu, un peu plus sur les sens de rotation. C'est parce qu'en général, il y a un lien avec les sens de rotation, donc pour mieux comprendre si ça va plus facile à tourner d'un côté que de l'autre. Donc si j'ai plus de pertes ou moins de pertes d'équilibre dans un sens quand je tourne d'un côté ou quand je tourne de l'autre. Mais il est évident que c'est d'abord un gros avantage de connaître ces versants quand vous avez un sport dans lequel la rotation est dominante. Quand je clique sur l'offre Pro Sport niveau 2, au moment de payer et de confirmer, c'est l'offre kiné qui vient. Alors, envoie, si tu as ce problème-là, mais normalement Thibaut devrait te répondre, envoie un mail à Thibaut, Thibault, @volodalen.com. Je le mets juste en dessous, Thibault, volodalen.com. Mais je pense qu'il va te répondre. Ok, alors je prends encore 3-4 questions. Alors, quand tout est en train de s'éclairer, Thierry. Super, Thierry. Bonsoir. Pour faire la formation golf, faut-il mieux avoir fait kiné plus niveau 1? Alors, nous, sur toutes les formations qu'on propose, il y a des modules sur les chaussures, des modules sur les réflexes archaïques, des modules sur les chaînes musculaires. On demande que chaque personne ait fait un niveau 1, à l'exception du golf. C'est-à-dire que le golf, vous pouvez venir directement parce que c'est fait avec une autre personne, un pro qui est aussi spécialiste des préférences, puis surtout spécialiste du golf, qui s'appelle Joël. Et là, on donne l'accès directement à celle-là. Donc, est-ce qu'il faut l'avoir fait? Ben, je dirais, Michel, tout dépend de ce que tu as envie d'avoir en premier. Si tu es d'abord golfeur et que tu veux savoir comment améliorer ton golf, comment bien jouer, ou alors pouvoir parler à des golfeurs, ben, faut faire directement le golf. Maintenant, si tu es professionnel de la santé et que tu veux comprendre le lien entre ses préférences et les blessures, eh bien, il va prendre le kiné plus. Ok, pro du sport. Ouais, Jean-Philippe aussi revient sur la notion pro du sport. Donc, si c'est marqué formation digitale kiné, non, c'est pas normal. Donc, tu penses que Thibaut est en train de tourner derrière pour corriger. Il doit avoir une erreur quelque part et elle va être corrigée là dans les minutes. Un nageur de crawl va-t-il respirer préférentiellement de ce côté de son épaule motrice? Sera-t-il long court? Alors oui, on a vu une relation.
Il est clair que ça ne veut pas dire une obligation, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de différence, comme d'habitude, mais dès qu'on voit une différence importante, le plus souvent, on va préférer aller respirer du côté opposé de l'épaule motrice, c'est le côté où j'aime que mon corps fasse une rotation. C'est pas une obligation, de nouveau, c'est une probabilité. Romain, question d'ordre pratique. La formation niveau 1, niveau 2 m'intéresse. J'ai déjà utilisé ma prise en charge FIFPL pour l'année et l'offre de la formation se termine le 31 décembre. Bah oui, Romain, est-il possible de bénéficier d'une prise en charge en 2021 en prenant l'offre avant le 31 décembre? Oh, c'est une bonne question, Romain. Je crois que c'est au moment de la... Non, je suis pas sûr que c'est au moment de l'achat. Non, je pense que ça doit jouer, Romain, parce que c'est au moment où tu auras terminé ta formation qui fait office. Donc, tu peux acheter maintenant et puis que ça t'apparaisse pour le FIFPL plus tard. J'espère que je dis pas de bêtises. Je suis vraiment pas le champion administratif, mais je pense que c'est tout bon comme ça. Roger, y a-t-il un rapport entre le fait d'être associé et de fréquents blocages au niveau du bassin chez le coureur, le plus souvent chez l'aérien plus? Non. S'il y a des blocages au niveau du bassin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le geste, c'est pas le fait d'être associé. C'est comprenez bien qu'une préférence, c'est quelque chose qui en elle-même ne blesse pas. Tant que vous êtes dans le schéma de préférence, que vous l'amenez pas à l'excès et qu'il n'y a pas d'interfaçage, c'est-à-dire que le mouvement vient pas dans un système incohérent, eh bien, il n'y aura pas de tendance à se blesser dans sa préférence même. Et donc, si je reviens sur le schéma associé n'est pas plus faible qu'un schéma dissocié. Le corps est suffisamment intelligent pour s'organiser, pour faire le lien avec l'ensemble des tissus et des mouvements, pour permettre d'aller chercher ce qu'on appelle de l'optimisation, donc le meilleur mouvement possible qui émerge de l'organisation de mes besoins internes. Donc, s'il y a des blocages au niveau du bassin, chez un coureur et puis qui est, tu vois, en aérien plus, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a certainement des effets de rigidification. Ça fait penser au fait qu'il y a des vibrations, ça fait penser à un coureur qui certainement fait du bruit au sol. C'est pas le schéma associé-dissocié qui peut être en jeu. Merci pour ces infos. Ces informations sont-elles transposables chez le lanceur de disque? En fait, elles sont transposables partout. Si je prends par exemple aujourd'hui ou hier, j'ai eu 2 pros de golf. Aujourd'hui, j'ai eu un spécialiste d'équitation qui est venu au labo, un tennisman. Cet après-midi, c'était quel sport? C'était un champion d'Europe de ski nautique. Donc, vous voyez, en fait, c'est applicable partout. Nous suit à peu près une quarantaine de sports, à peu près 70, 80 sportifs de haut niveau, et dans tout, et même dans l'art, dans la danse, par exemple. Donc, oui, c'est applicable partout. Toujours, on prend en compte les contraintes spécifiques de l'activité, et puis ensuite, on voit comment ces contraintes spécifiques à l'activité vont venir interfacer avec ce que sont mes préférences. Donc, bien sûr que va s'appliquer aux lanceurs de disques. Maintenant, que je me souvienne, on n'a pas de cas pratique spécifiquement dans lequel on décrit le lanceur de disque. Donc, il y a cette articulation mentale que de se dire qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est dissocié quand je vais lancer mon disque et qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est associé. Et là, en fait, un technicien, il va vite comprendre les consignes que je vais venir donner. Donc, essayez, comme typiquement dans le lancer de disque, parfois c'est arrivé que d'expliquer qu'il valait mieux avoir un schéma dissocié, comme c'est souvent le cas dans les propositions pour le lancer. Eh bien, essayer de comprendre qu'il y a des corps qui sont pas organisés pour aller complètement dans ce système-là. Merci pour cette présentation. Merci Gaël. Alors, vous avez énoncé une préférence d'inspire et d'expire. Est-ce intéressant? Plus efficace d'utiliser l'inspire ou l'expire lors des renforcements musculaires et étirements. Alors ça, c'est une excellente question, Laurent. Si tu prends toutes les techniques à travers le monde, tu vas avoir 200 propositions différentes sur la respiration. Pour nous, ce que l'on évoque, parce que c'est ce que l'on voit, c'est qu'il y a des gens qui sont engrammés sur des chaînes qui les amènent en extension avec la respiration, ce qu'on appelle une chaîne d'inspire. Quand j'inspire, nécessairement, je vais vers le haut. Quand j'expire, je vais vers le bas. Et on se rend compte, en fait, c'est le propre des préférences, c'est que c'est d'abord l'observation. C'est pas on dit qu'il faut faire comme ça, c'est qu'on observe comment font les sportifs. Donc, c'est 20-25 ans d'observation qui synthétisent dans le modèle des préférences. Et donc, on observe que les gens qui sont en chaîne d'inspire, c'est des gens, quand ils doivent produire une performance, donc une puissance importante avec le haut du corps, et puis même avec l'ensemble du corps, eh bien, ils préfèrent être 3/4 de poumon plein. Les expires préfèrent ou
laisser le flux de l'air, ou alors aller 3/4 de poumons vides. Et là, leur coordination est meilleure, donc leur performance est meilleure. Donc, quel rapport avec le renforcement? Eh bien, pour nous, on laisse faire la respiration, et si on voit que la personne perd du tonus, eh bien, on vient de proposer de l'autre côté, ou si on a testé que c'était une autre chaîne qui l'activait que ce qu'il faisait. Mais ça, en général, si ça se passe, ça veut dire qu'on lui a donné la consigne de le faire. Parce qu'on a considéré, par exemple, dans le TI japonais, que c'est mieux qu'on va déployer plus de puissance en libérant l'air, alors qu'une autre technique va expliquer que c'est mieux de garder l'air. Donc, comme d'habitude, pour nous, l'ensemble des techniques ont vu une partie du réel. C'est comme s'il y avait le curseur, puis chaque technique est coupée quelque part dans le curseur en expliquant que c'était ça qui était bon. Et en fait, plus on observe sans juger, plus on voit que, eh bien, entre ces deux polarités, eh bien, il y a une grande, il y a en fait l'ensemble des possibles et en général répartis de manière assez harmonieuse. Cyril Alexandre, en snowboard, on est placé goofy ou régular. Peut-on faire un lien avec le cadran? Non, pas directement. Il n'y a pas de lien direct entre le fait que vous soyez à droite ou à gauche dans le centre d'équilibre et puis le fait que vous mettiez le gauche ou le droite devant. Il y a des rotations intrinsèques au niveau du bassin et puis au niveau des épaules qui vont faire en sorte que ça va pas être en fait votre côté d'extension ou votre côté de flexion. La preuve, c'est qu'il y a des gens, par exemple, quand ils vont prendre une impulsion à la hauteur, ils vont le prendre avec le côté droit et puis ils vont prendre le côté gauche à la longueur. Donc la notion d'impulsion et de goofy régular n'est pas déterminée directement par votre cadran du mouvement. Jean-Philippe, au golf, par exemple, le matériel utilisé peut-il influencer l'expression des préférences? Clairement, tout ce que l'on appelle l'interfaçage, si je reprends un cas très simple, et ce que je vais utiliser au golf comme type de matériel, eh bien c'est ça, cet interfaçage. Mais je vais reprendre un cas très simple. Je vous ai dit qu'un aérien qui a besoin de rebondir, si vous l'amenez sur du mou, qu'est-ce qui va se produire? Il peut plus utiliser son coupling time, son étirement musculaire pour ensuite repartir. Donc, il va avoir son rendement qui va devenir de moins en moins bon. Donc, on l'imagine en courant sur le sable, puis on l'imagine en étant avec un matériel qui est mou. Mettez maintenant un club qui est tendance mou, il va pas pouvoir jouer sur sa réactivité. La chaîne postérieure, c'est du phasique, c'est quelque chose qui a besoin d'un système entre l'étirement et puis le retour, qui est un système qui est très rapide. Vous ne pouvez pas garder l'élasticité, attendre qu'elle est là, et puis après la réutiliser. Donc, ça veut dire que le matériel va devoir être fité, et puis pour ça, il y a des professionnels. Et alors, idéalement, des professionnels qui sont fermés aux préférences. Maintenant, il y en a quelques-uns dans le golf. Eh bien, les golf fitters, le matériel, préférentiellement, est fité de la même manière que vous allez prendre une paire de chaussures dans laquelle vous vous sentez bien et puis dans laquelle vous sentez que vous êtes performant. Eh bien, ça va être la même chose pour le matériel de golf. Ok, je propose encore, parce qu'il y a pas mal de questions, je propose encore d'en prendre 2 ou 3. Je suis désolé, chaque fois, je ne peux pas répondre à tout. Merci pour votre intérêt et puis l'ensemble des questions, mais comme il y en a parfois un petit peu trop, j'essaie de venir à un moment donné répondre le plus possible. Et puis après, je vous dirai au revoir. Alors, chez un jeune sportif, Gilles, plutôt associé, est-ce qu'il est bon de lui proposer des exos qui vont développer un côté dissocié? Alors, c'est une très bonne question, Gilles. Donc, est-ce que finalement, on va habituer le sportif à faire ce que spontanément il fait pas? Alors, c'est une zone dans laquelle la réponse est tout dépend de ce que tu cherches à changer. C'est-à-dire qu'il y a des motricités, il y a des préférences qu'on sait beaucoup plus adaptables et d'autres beaucoup moins adaptables. Et le côté associé ou dissocié, c'est une préférence qui est plus, souvent on dit, plus structurelle, donc qui est très peu adaptable. Ça ne veut pas dire que tu peux pas gagner, mais par exemple, si je suis associé puis je veux gagner en dissocié, ben, non seulement je risque de perdre de la coordination, je risque de perdre de l'équilibre, je risque de perdre l'ensemble des éléments de puissance, mais en plus, je risque de me faire mal. Donc, la question, est-ce que le risque en vaut la chandelle, quoi? Et là, nous, on dit plutôt, attention, risque majeur, quant à vouloir forcer celle-là de préférence. Donc, on dit bien, souvent, les préférences sont adaptables, mais celle de associer est peu adaptable. Avec le temps, en revanche, les dissociés tendent à s'associer. Et là, en fait, quand le système, et là, c'est bien de la raideur.
Et donc, dans ce cas-là, on essaie d'entretenir la dissociation. Mais quand on voit que tout le corps, spontanément, veut se coordonner en schéma associé, nous, on le respecte. Parce que combien de fois on a vu des blessures, alors c'est dans le golf et puis dans le tennis en particulier, hein, pour les raisons que vous comprenez, dans lequel la personne s'est fait des douleurs de la même manière que ses pros là dans le golf, justement parce que un technicien avait considéré que c'était mieux de venir chercher plus loin pour avoir ce fameux chemin de lancement. Puis finalement, ça s'est conclu par des bonnes lombalgies ou des douleurs plutôt au niveau thoracique. Donc voilà, celle-là, on n'y touche pas trop. On la respecte. Dans la formation du jeune sportif jusqu'à l'adulte, s'agit-il d'effectuer des tests dès le plus jeune âge pour se baser sur ses préférences motrices tout au long de son évolution? Alors Romain, c'est aussi une excellente. Souvent, on dit vis-à-vis des préférences que la difficulté quand on est pro du sport, c'est que parfois on a 10, on a 15 gamins et que c'est difficile de personnaliser avec un groupe comme ça. Alors ma réponse, c'est quasiment tout le temps la même. Il est extrêmement facile de personnaliser même avec 100 personnes. Pourquoi? Parce que face à vous, vous avez 100 apprenants. Comprenez bien que l'arrivée des préférences, c'est un changement pédagogique majeur. C'est l'arrivée de l'information qui circule d'égal à l'égal. Voilà moi ce que je vois. Voilà comment je vois que tu fonctionnes. Si les préférences, on en est au niveau où on en est, c'est pas parce qu'on les a inventées. Alors, il y a des choses comme le cadran du mouvement qui nous sont venues comme ça, puis qu'on a pu prouver par la suite. Mais la majorité des choses, on les a collectées. C'est-à-dire, on n'a pas jugé, on a regardé ce que faisaient les gens, puis on les a écoutées. Et donc, c'est de la collecte d'informations. Et donc, le point de départ, c'est de considérer que le système que vous avez devant vous, il est d'abord performant. Alors, donc, on regarde de la performance, on la collecte, et puis ensuite, on voit ce qui se passe. Partant de ce principe, quand on est avec des jeunes, eh bien, on va juste proposer des variations. Si je peux pas faire tous les tests, par exemple, eh bien, je vais à tout le monde proposer des variations. Par exemple, je vais mettre un exercice dans lequel je vais demander un équilibre en étant sur l'avant, après un exercice, un équilibre sur l'après, sur l'arrière. Puis après, je vais demander au gamin de faire ce qu'il aime le mieux. Un exercice d'ancrage, un exercice en système de rebond, et puis après, choisissez ce que vous aimez le mieux. Donc, vous voyez, à partir du moment où vous faites ça, puis vous mettez un mot. Ah, si vous préférez le rebond, vous êtes plutôt un système de rebond. En général, c'est les gens plus aériens. Puis après, vous verrez, c'est super sympa. Les gamins, entre eux, ils se traitent de sale aérien, de sale terrien. C'est super rigolo. Donc, si je dis ça, c'est que justement, il y a une identité. Les gamins s'approprient très, très vite ce système. Et puis, sans avoir à avoir une personne, un spécialiste qui va venir faire ci, puis qu'après, qui va venir faire ça. Alors, ça ne veut pas dire que le spécialiste peut pas le faire, mais ça veut dire que par effet de variation entre les polarités, et en faisant confiance à ce qu'est son émotion, l'interfaçage entre l'action, donc les préférences motrices, puis l'intention, ça s'appelle une émotion. Donc, on fait appel à ce sentiment pour se dire, dans quel cas tu te sens bien? Parce que l'émotion, ça sert à ça, me diriger vers ce qui me convient. Et donc, c'est une pédagogie par opposé, et puis le gamin va choisir. Donc, vous voyez, vous pouvez le faire avec 100, vous pouvez le faire avec 200, et puis la fois d'après, vous pouvez implémenter une deuxième préférence. Donc ça, c'est l'approche pour le collectif. Maintenant, si j'ai envie d'être un petit peu plus précis, ça m'empêche pas d'aller voir un spécialiste qui me donne son option. Mais j'insiste sur le changement pédagogique. On passe d'un monde qui est un monde vertical à un monde dans lequel l'information passe de personne à personne. Et donc, c'est ça de la pédagogie, celui qui accompagne l'élève sur le chemin de l'école. C'est un accompagnant, c'est pas quelqu'un qui sait une fois pour toutes, parce que de toute façon, le système sera toujours plus complexe que ce qu'on en comprend. Voilà. Donc oui, on peut se baser sur son évolution, mais non, on n'a pas besoin d'avoir un spécialiste derrière chaque gamin. Allez, une dernière. Gilles, merci beaucoup pour la qualité de votre intervention. Merci Gilles. Y a-t-il une différence homme-femme pour les sports de raquettes type badminton sur la rotation des épaules? Alors ça encore, une bonne question. C'est trop fort quand même. Donc, alors, oui. Alors, si on parle de la préférence en elle-même, jusque-là, on n'a pas identifié de différence. Mais en revanche, il y a des différences morphologiques très claires, qui sont d'abord liées au schéma hormonal. Une femme, en moyenne, vous allez voir qu'elle a plus de mobilité qu'un homme. Et si on va chercher des taux de testostérone plus élevés, eh bien, ça rigidifie le corps.
Si on va chercher des taux d'hormones femelles plus élevés, eh bien, ça rend le corps plus mobile. Et donc, vous comprenez tout de suite l'incidence sur la survie dans le cas d'une espèce qui a plutôt une grosse tête et puis qui doit passer par le canal de la naissance. Donc, les femmes, de manière générale, ont plus de mobilité. La laxité, par exemple, vous avez un rapport chez les hyperlaxes de 4 femmes pour un homme. Et donc, étant donné qu'il y a plus de laxité, qu'il y a plus de mobilité chez les femmes, si on devait calculer en prenant 200 femmes et puis 200 hommes, ce qu'on n'a pas fait, mais si on devait le faire, parce qu'on le voit au quotidien, eh bien, on aurait très certainement beaucoup plus de mobilité d'épaules, donc un schéma plus dissocié, morphologiquement, j'insiste là-dessus, hein, plus dissocié chez les femmes comparativement aux hommes. Mais c'est morphologique. Si on regarde maintenant le besoin du système nerveux, on aura autant de femmes associées que d'hommes associés. Donc, mais comme le mouvement, c'est la genèse de ce tout, ma morphologie, comment mon système nerveux fonctionne et les conditions de l'environnement, eh bien, si vous regardez un geste intrinsèque, eh bien, vous allez voir une différence. Qui d'ailleurs, pour les femmes, et vous l'avez vu avec la pro que je vous ai présentée, ce qui d'ailleurs, quand il y a tellement de possibilités de mouvement, ce qui d'ailleurs pose un vrai problème à ces personnes, c'est à quel endroit je vais m'arrêter. Moi, je ne me pose pas de questions. Si je viens ici, je ne peux pas aller plus loin. La tension intrinsèque de mes muscles m'amène à l'endroit où j'ai à m'arrêter. Mais si mes tissus présentent moins de résistance, eh bien, je me pose la question, mon système nerveux voudrait m'arrêter plus tôt, et puis mon système morphologique me permet d'aller plus loin. Et donc, ça, c'est une vraie question. À chaque fois qu'on va chercher l'expertise, eh bien, c'est des questions auxquelles il faut répondre. Donc, pour terminer, Gilles, oui, il y a des différences morphologiques, donc dans le mouvement final, il va y avoir des différences, et pour autant, les préférences d'association et de dissociation sont tout à fait les mêmes. Voilà, comme je vous avais dit que c'était une des dernières. Désolé pour, il y avait encore quelques questions, désolé pour ceux à qui j'ai pas pu répondre. Donc, vous savez, vous avez cette offre qui sont là, l'offre pour la formation de niveau 1, l'offre pour la formation de niveau 2, l'offre elle est valable jusqu'au 31. Après, vous pourrez toujours les acheter, simplement elles seront un petit peu plus chères. Rappel, c'est le niveau 1, comment on établit son équilibre, qui pour nous est la partie essentielle. Et une fois que je suis équilibré, comment tout le reste va bouger autour, comment je vais percevoir avec mes yeux, comment mes mouvements vont s'organiser, plutôt large, plutôt d'axe, plutôt avec un schéma dissocié ou associé. Voilà, c'est 11 modules qui relient ces préférences qui sont quand même, on a un moment de changement de paradigme juste incroyable. Ces préférences vont vous permettre de relier des choses qui jusque-là étaient abordées comme on était plutôt dans un monde de spécialistes, qui étaient abordées de manière complètement indépendante, comprendre quand on intervient sur une épaule, qu'on modifie l'équilibre, ou à l'inverse, que quand on modifie l'équilibre, on va modifier le schéma d'épaule, que ce soit pour un professionnel du sport qui cherche la performance ou un professionnel de la santé qui cherche à enlever des tensions, à proposer les justes exercices pour dépasser une blessure. Ça a une incidence. Pour nous, on en est émerveillé chaque jour qui naît, puis à chaque fois qu'on voit un sportif, combien c'est tellement astucieux et puis tellement révolutionnaire dans la manière de voir le corps, mais c'est le propre de tout changement de paradigme, c'est-à-dire de vision sur le mouvement. Merci à tous. Pour les gens qui voulu acheter, qui n'ont pas pu là, pas d'inquiétude. À partir de demain, la visioconférence est en replay. La publication, vous allez la voir sur la page Facebook. Et puis, dès ce soir, vous allez avoir le lien sur le site Internet. Merci à tous. Merci d'avoir été là. Excellente fête. Profitez bien de ces jours. Et puis, à tout bientôt. Au revoir.